Eh bien, mon propos va être pleinement inspiré par l'idée d'utopie réaliste vers un droit mondial de la responsabilité. Alors, je sacrifierai au rite de cette journée en disant comment j'ai travaillé avec Mireille, comment on s'est liés d'amitié. C'est en soi assez significatif. Elle était, avec Michel Rocard, porteuse de la déclaration d'interdépendance qu'ils avaient élaborée notamment avec Benjamin Barber à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance américaine, de la Révolution française, de toutes ces affirmations d'indépendance. Ils avaient tenu à écrire une déclaration d'interdépendance. De mon côté, dans le prolongement de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire, une dynamique internationale que nous avons vécue avec passion pendant toutes les années 90, nous en étions venus à l'élaboration d'une déclaration universelle des responsabilités humaines. Et la proximité entre nos deux démarches était telle que Michel Rocard et elle ont participé à la dernière rédaction de cette déclaration universelle des responsabilités humaines. Alors, ce que j'ai entendu depuis ce matin, c'est un magnifique bouquet d'idées, de concepts qui me sont tellement chers que je voudrais les rappeler pour inscrire mes propos dans ce prolongement. Communauté de destin. Une gouvernance mondiale adaptée aux exigences de l'Anthropocène. Un processus de responsabilisation. Humaniser la mondialisation. Principes communs et marge d'appréciation, unité, diversité, droit international applicable à tous les acteurs, valeurs communes, lien entre le passé et l'avenir, métamorphose, et pour terminer, le juge gardien de la promesse. C'est un concept que je trouve très beau. Alors, plus que jamais, le besoin d'une gouvernance mondiale combinant unité et diversité. Je pense que l'impuissance de la communauté internationale par rapport au changement climatique n'échappe à personne ici. Si vous confrontez la courbe des émissions de gaz à effet de serre année par année avec les déclarations internationales, y compris l'accord de Paris, vous constatez qu'il n'y a aucune inflexion. C'est-à-dire que quelqu'un de l'extérieur qui essaierait de se demander s'il s'est passé quelque chose, répondrait, il y a une seule chose qui s'est passée, c'est les crises. Oui, on trouve dans les courbes les chocs pétroliers des années 70, la crise financière, la crise de la Covid, et on trouvera certainement l'an prochain la crise en Ukraine. Mais en ce qui concerne l'action internationale, elle est totalement imperceptible dans les faits. Nous sommes dans une situation d'irresponsabilité radicale. On a parlé ce matin de fossé entre les discours et les faits, entre les constitutions et leur application. Le changement climatique en est une illustration tragique face à laquelle nous serons muets face aux accusations de nos enfants et nos petits-enfants. Donc cette communauté internationale n'existe pas. En tout cas, elle n'a aucune efficacité. Et le deuxième événement, il est évidemment lié à la guerre en Ukraine, qui illustre avec ce qui se passe à l'ONU le fait que quand on a un agresseur totalitaire et une victime, une partie non négligeable des sociétés se dissocie des positions occidentales. Ce qui en dit très long quand même sur ce que Arnaud Blin appelait la politique du ressentiment, c'est-à-dire finalement une accumulation de frustration vis-à-vis de l'Occident qui fait rendre acceptable l'inacceptable pour une partie non négligeable des sociétés, et ceci doit nous faire réfléchir. Et effectivement, on se rend compte à quel point, dans ces valeurs, on parlait de l'impérialisme de la liberté ce matin, à quel point dans ces valeurs et dans sa manière de concevoir les choses, l'Occident a été totalitaire, y compris dans l'affirmation qu'il n'y avait qu'un seul modèle acceptable de gouvernance.
confondant au passage, ce qui, pour moi, qui suis un spécialiste de la gouvernance, particulièrement choquant, les notions de légalité et de légitimité. Comment répondre à ce défi? Je suis très fidèle à la formule d'Einstein. On ne peut pas espérer résoudre un problème avec les hypothèses qui lui ont donné naissance. Or, c'est ce que nous passons notre temps à faire. Et en particulier, nous ne résoudrons pas les problèmes si nous ne dépassons pas les croyances de ce que j'ai appelé la première modernité. Pourquoi je préfère parler de première modernité? Parce que le mot modernité reste en tout cas chez nous associé à une image positive de progrès, alors que si l'on parle de première modernité, on s'intéresse très particulièrement au système institutionnel et au système conceptuel qui s'est mis en place en Occident entre le XVIe et le XIXe siècle. Et alors, on s'aperçoit que cette première modernité a créé trois croyances qui sont autant d'obstacles radicaux à relever les défis que nous rencontrons aujourd'hui, de la gestion des biens communs, de la gestion des interdépendances et tout simplement de la survie de l'humanité. Ces trois croyances sont les suivantes. La première, c'est la croyance dans la croissance infinie et dans l'autorégulation par le marché, dont effectivement l'OMC est une incarnation, et croyance qui, pour rejoindre ce qu'évoquait Alain Supiot ce matin, a pour effet de confondre mondialisation et globalisation. Or, la mondialisation est le constat d'interdépendance irréversible qui nous accule à les gérer. La globalisation est la croyance dans l'idée que le progrès était associé à la liberté du commerce, et c'est une croyance parfaitement réversible. Et d'ailleurs, dans l'histoire, les pays dominants n'ont jamais hésité à renverser ces idées de libre commerce pour le remplacer par le protectionnisme quand ça les arrangeait. Et donc, cette première croyance résumée par la fameuse formule pour croire à une croissance infinie dans un monde fini, il faut être ou fou ou économiste, continue à être largement entretenue. La deuxième croyance, c'est le caractère indépassable des États souverains, avec plusieurs traductions évidentes du fait que la prééminence des systèmes juridiques nationaux, avec le fait que, pour reprendre l'expression de Georges Berthoin, qui était le directeur de cabinet de Jean Monnet et un des rédacteurs de la déclaration Schuman de 1950, l'ONU est en fait un syndicat de chefs d'État. Et d'ailleurs, c'est sur l'idée de souveraineté, de non-ingérence, etc., qu'on arrive à faire l'unanimité dans ce genre d'enceinte. Et enfin, un droit international qui est en réalité réduit à un droit interétatique. Ça ne régit pas l'ensemble des acteurs, pour reprendre une question qui a été évoquée depuis ce matin, ça ne régit que les rapports entre les États souverains, et pour autant qu'ils soient d'accord pour être régis par les traités qui les lient. La troisième croyance, c'est la référence éthique exclusive aux droits des individus. La traduction de droits humains dans la plupart des langues ne se fait qu'au prix de néologismes. L'idée de droit humain est une notion non universelle, ou plus exactement qu'on a imposée comme universelle, mais dans le cadre d'une période de domination sans exclusive de l'Occident. Et le propre de ces droits humains, même si on voit, ça a été raconté très bien ce matin et repris tout à l'heure par Françoise, qu'on peut arriver à dire bon, on va mettre sous cette bannière la protection de l'environnement en accordant des droits à la nature, ou en disant on va introduire en concurrence des droits actuels les droits des générations futures. Il n'empêche que philosophiquement, ça réduit la famille humaine
à l'idée de confrontation entre des droits concurrents. On a évoqué ce matin la question des incohérences entre les politiques publiques. Et bien souvent, ces incohérences sont le reflet tout simplement des contradictions entre les différents droits, entre la liberté d'entreprendre, le droit à l'environnement, la protection des intérêts actuels et du pouvoir d'achat et des intérêts des générations futures, etc. Donc on a fait à travers cela, d'une part, on a voulu imposer comme universelle une valeur qui ne l'est pas, et d'autre part, on a transformé la famille humaine en un champ de concurrence entre les droits. Alors, une fois dépassées effectivement ces trois croyances, qui sont, et c'est ce que j'appelle la boussole de la seconde modernité, le défi urgent est évidemment le renforcement de la gouvernance mondiale. C'est une question de survie aujourd'hui pour justement la famille humaine, et ça implique deux grands changements de regard. Le premier changement porte sur la nature de la société. Dans l'emboîtement des communautés, l'idée même d'anthropocène suggère ce qui était commencé à être évoqué dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que la réalité la plus fondamentale de la société, c'est la famille humaine, donc c'est l'échelle mondiale. Et puis par ailleurs, émerge de manière extrêmement forte l'exigence de diversité avec la place des territoires, ce qui veut dire que les communautés nationales, et c'est audacieux de le dire dans une période de renfermement souverainiste dont vous avez parlé les uns et les autres, apparaît non pas comme disparaissant, mais descendant de son piédestal d'une sorte de communauté naturelle qui, elle, s'imposerait à la fois à la famille humaine et au territoire. Là, il y a une première rupture qui est tout à fait fondamentale. Et puis, la deuxième rupture, c'est effectivement, dès lors qu'il y a interdépendance, il faut penser le droit mondial non plus comme un droit gérant les relations entre les États, mais un droit qui s'applique à tous les acteurs. Et ça, beaucoup d'intervenants sont revenus là-dessus. Alors, du coup, la question d'un droit mondial est subordonnée et partie intégrante de la question de gouvernance mondiale. Gouvernance mondiale, comme toute gouvernance, elle a trois objectifs. Disons, la protection contre les agressions extérieures, qu'on pourrait appeler la paix, et qui, en fait, aujourd'hui, est à la fois interne à la famille humaine, mais aussi une protection contre les événements extérieurs tels que les pandémies et les catastrophes. C'est ce qu'on pourrait appeler l'impératif de sécurité. L'équilibre à long terme entre l'environnement et la société, c'est l'impératif de durabilité. Et enfin, la cohésion sociale, c'est l'impératif de justice. Et donc, c'est bien cette gouvernance mondiale qu'il faut construire. Mais pour cela, il faut dépasser un certain nombre d'obstacles dans les croyances, je l'ai mentionné, mais aussi dans les contradictions de la gouvernance mondiale actuelle. Je me souviens d'Edgar Morin disant à l'ouverture de l'Assemblée mondiale de citoyens de 2001, on parle de village mondial, mais concrètement, c'est un village sans solidarité, sans droit et sans justice. Il n'y a pas rien d'équivalent à un village mondial. Donc le grand défi est qu'aujourd'hui, il faut renforcer une gouvernance mondiale inefficace, mais une gouvernance mondiale dont la légitimité est obérée par le fait qu'elle est marquée par la domination de l'Occident, et de ce fait, elle est considérée comme illégitime par beaucoup d'acteurs. En particulier, j'ai beaucoup fréquenté d'acteurs africains. Pour eux, je veux dire, renforcer la gouvernance mondiale, c'est renforcer le pouvoir des puissants. Et donc, c'est une contradiction concrète qu'il faut qu'on assume. Et donc, pour ça, il faut bien voir que gouvernance mondiale ne veut pas dire super-État. Alors, pendant longtemps, vous vous souvenez que la France a eu comme péché par rapport à l'Europe qu'elle voulait que l'Europe soit une super-France, qu'on ait un État européen qui soit un super-État français. Bon. Heureusement, ce n'est pas ce qu'on a fait, et effectivement, mais ça déborderait de mon intervention,
il y a, pour construire la gouvernance mondiale, énormément de sources d'inspiration dans la construction européenne, y compris dans la conception d'une Commission européenne qui, grâce à l'intelligence notamment de Jean Monnet, s'est vu attribuer le monopole de la proposition en distinguant proposition et décision, ce qui n'est pas le cas du fonctionnement de l'État français. Alors, quels ont été les apports majeurs, à mes yeux, de Mireille, du Collège de France, au renouvellement de la réflexion sur les valeurs, le droit et la gouvernance? J'ai vécu avec vous deux moments très forts, effectivement, qui ont été évoqués. Le moment prendre la responsabilité au sérieux, que Mireille et Alain ont animé avec un talent, une efficacité formidable, et qui, effectivement, prenait, entre guillemets, le clin d'œil ou le contre-pied du livre de Donald Dworkin, « Prendre les droits au sérieux », donc prendre la responsabilité au sérieux, qui mettait au cœur de la réflexion éthique la question de la responsabilité, et puis qui a illustré... par les travaux, je vous recommande à ce sujet l'introduction du livre, puisqu'il est en lecture libre d'Alain Supiot à cet ouvrage, où il montrait, dans l'imaginance du droit, la puissance concrète de réutiliser des catégories anciennes du droit pour répondre à des défis nouveaux. Et donc, l'imaginance, ce n'est pas de dire, hop, on fait table rase du passé, mais au contraire, on dit, à travers les acquis des racines du passé, on peut réinventer des choses par rapport à des défis nouveaux. Et puis, bien sûr, sur les chemins d'un juste communé universalisable, qui a été le dernier grand opus, la dernière grande aventure que j'ai eu la chance de vivre de très près auprès de Mireille. Pas de droit sans racines historiques, ça n'existe pas, on ne va pas inventer. Voilà. Pas de racines sans leur pluralité historique et culturelle, et donc la nécessité de conjuguer unité et diversité. Et donc, nous sommes arrivés à une affirmation quand même très puissante, une conviction de la possibilité d'une convergence sur des principes, et Mireille insistait beaucoup dans nos séminaires sur l'idée, c'était une de ses dernières intuitions, je crois que dans tout système juridique, il y avait à la fois l'esprit et la règle. De ce point de vue-là, la confrontation avec le droit chinois avait été extrêmement riche, en disant, au fond, on peut se mettre d'accord sur des principes directeurs qui sont caractérisés par l'universalité et l'intemporalité, donc la constance dans le temps et dans l'espace, et puis la règle qui, elle, est contingente à la fois à chaque culture et à chaque époque. Et donc, le droit apparaissait donc comme partie intégrante de la construction de la gouvernance, et partie d'autant plus intégrante, encore une fois, que personne ne rêve à un super-État, et que c'est bien un peu comme dans le cas européen, le droit transnational occupe une place centrale dans les régulations. Alors, quels sont les points qui me paraissent essentiels dans cette construction de la gouvernance mondiale? C'est d'une part l'idée de communauté et l'idée de conjuguer unité et diversité. Alors, l'idée de communauté me conduit à expliquer pourquoi j'ai la conviction absolue que la responsabilité est la valeur universelle du XXIe siècle. Un philosophe dont j'ai oublié le nom avait dit le XXe siècle a été le siècle des droits et le XXIe siècle sera le siècle de la responsabilité. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que face à des situations d'interdépendance d'une ampleur inouïe, la question de la responsabilité s'impose radicalement. Alors pourquoi est-ce qu'il y a universalité anthropologique de la responsabilité? Parce que communauté et responsabilité sont les deux faces de la même monnaie. Il y a communauté dès lors que chacun de ses membres se reconnaît redevable vis-à-vis des autres de son impact sur eux. Et il y a responsabilité à condition qu'il y ait communauté, à telle enseigne que dans le droit, l'impact sur ce qui ne fait pas partie de la communauté ne compte pas. C'est un res nullius, ça ne compte pas puisque ça ne fait pas partie de la communauté. Et donc, l'institution d'une communauté mondiale de destin est inséparable
d'un droit mondial de la responsabilité. Construire les conditions d'une communauté, construire les conditions d'une responsabilité à l'échelle mondiale sont deux démarches inséparables. Mais, car il y a un mais, à condition d'une métamorphose, pour reprendre l'expression chère à Mireille, de la responsabilité. Et d'ailleurs, elle a préfacé un des derniers ouvrages que j'ai écrits, qui s'appelle justement « Métamorphose de la responsabilité et contrat social ». Alors, pourquoi aujourd'hui notre conception traditionnelle de la responsabilité ne fonctionne pas du tout? Oula, je dépasse, c'est ça, oui. Bon, en fait, il y a 6 dimensions de la responsabilité. Est-ce qu'elle est objective ou subjective? Est-ce qu'elle est limitée ou illimitée dans le temps et dans l'espace? Est-ce qu'on s'en tient à une responsabilité personnelle et à une responsabilité collective? Est-ce que c'est une responsabilité uniquement vis-à-vis du passé qui acte l'impact sur les gens d'actes passés, ou est-ce que c'est vis-à-vis du futur également? Et donc, est-ce qu'on s'en tient à ce qui est prévisible, ou est-ce qu'on intègre ce qui est aussi imprévisible? Est-ce que c'est une responsabilité à l'égard des seuls humains, ou est-ce que c'est une responsabilité à l'égard de la biosphère, placée sous sa garde? C'est l'idée de stewardship. Et enfin, puisque ça a été évoqué beaucoup depuis ce matin, est-ce que c'est une obligation de moyens ou une obligation de résultat? Et de ce point de vue-là, ce qu'a dit François Sulkens tout à l'heure me paraît absolument essentiel, justement, sur le droit comme gardien de la promesse. Et c'est ce que j'ai évoqué ce matin à propos du climat. Il faut passer des obligations de moyens à une obligation de résultat et rendre justiciable le fait de ne pas atteindre année par année les résultats de nos engagements internationaux. Et donc, c'est cette métamorphose de la responsabilité qui conduit à passer d'une idée de responsabilité limitée. J'ai pu montrer que la somme de responsabilités limitées des acteurs conduit à une irresponsabilité illimitée de la société. Et c'est ça la donnée centrale aujourd'hui. Et donc c'est sur cette contre-pied, si je puis dire, de la responsabilité limitée que se construit la charte des responsabilités humaines que je vous laisserai découvrir parce que j'ai passé mon temps. Merci.